Bretagne, on est toujours du Finistère, comme la précédente. Alors il s'agit d'un monsieur, enfin un paysan en fait, qui est dans ses champs. Il a fait très chaud, très sec. Il n'a plus rien. Les plantes ne poussent plus, plus de blé, plus d'animaux. Et il va, pour se sentir mieux, à la maison, manger le reste de soupe. C'est-à-dire du pain dans un bouillon peu agréable. Et puis, pendant qu'il déjeune, qu'il dîne plutôt, avec sa femme et ses enfants, on frappe à la porte. Il est 10 heures du soir, il pleut énormément. Il ouvre avec peur et il voit une personne toute fripée, avec une capuche, une canne, une grande cape. Qui êtes-vous? Oh, ben je suis une vieille femme qui a faim et j'aimerais bien quelque chose, si c'était possible. J'ai déjà frappé à plein de portes, personne ne m'a ouvert. Eh bien, rentrez, rentrez. Moi, je suis Gwen, ma femme, c'est Gwen, et voilà mes 4 enfants. Et vous, comment vous appelez-vous? Eh bien, moi, je m'appelle Madge. Je n'habite pas très loin, mais j'ai une petite cabane de rien du tout, et puis elle prend l'eau. Alors, Johan dit à Madge, ben, asseyez-vous, asseyez-vous, je vais vous donner une cuillerée ou une louchée de soupe. Et il prend une assiette et il la sert. Elle mange, elle est contente, elle la remercie. Elle lui dit, maintenant j'aimerais bien dormir quand même, dormir au sec. Ah bah oui, mais on a 2 lits à la maison, puis on est déjà 6. Mais qu'à cela ne tienne, vous allez vous mettre dans le grenier, il y a une paillasse, vous vous mettrez dessus. Elle le remercie et elle monte. Le lendemain matin, elle descend. Elle est contente, elle boit encore un peu de bouillon, parce que le café, ça n'existe pas. Et puis, elle dit à Owen, je vais te remercier maintenant. Tu m'as pas donné grand-chose, mais tu n'avais rien. Mais tu vas pouvoir devenir riche. Je vais t'expliquer comment. Tu vas pouvoir aller jusqu'à la grotte des Corrigans, qui se trouve à 2 champs du village. Je vais te dire comment y pénétrer. Et Madge lui explique. Tu vas aller sous l'escalier qui monte à ta grange. Tu prends un marteau, tu vas taper dessus et tu vas y trouver une clé en or. Une clé en or et une bague, une belle bague, avec une grosse émeraude. Ces 2 objets vont te servir. D'abord, la clé pour ouvrir la pierre qui bouche l'entrée de chez les Corrigans, et ensuite la bague pour te cacher. Car quand tu mets la pierre à l'intérieur de la main, on ne te voit pas. Quand tu mets la pierre à l'extérieur de la main, on te voit. Compris, dit ouais. Mais je te donne aussi une bougie. Une bougie que tu pourras allumer en rentrant dans la grotte de façon à voir où est la fortune des Corrigans. Alors, Madge s'en va et Yowen, tout heureux, rentre à la maison. Ouais, j'ai amené la bague là comme ça à l'intérieur et puis je vais jouer. Eh oh les enfants, où Gwen, où est-ce que vous êtes? Est-ce que vous me voyez? Personne ne le voit évidemment, il a mis la bague à l'envers. Et puis il joue pendant 5 minutes et à un moment il la remet à l'endroit. Tout le monde le voit. Il dit mais où étais-tu papa? Oh bah là j'ai eu une bonne histoire, je vais aller maintenant chez les Corrigans sans me faire voir et on va être riche. Alors le soir, dès que la nuit tombe, il prend sa bague, il prend sa clé et il va sous le dolmen. Il va à 4 pattes d'abord parce que c'est pas très haut. Il touche les pierres qui sont sur les côtés du dolmen, une pierre plate, et il arrive au fond. Il arrive au fond, pierre, effectivement, ça n'avance plus, et il se rappelle qu'il doit prononcer une parole et allumer sa chandelle
mais aussi mettre la bague à l'envers. Alors la parole qu'il doit dire, c'est Digor à Digor. Et dès qu'il dit cette parole, la pierre glisse, la pierre du fond du dolmen glisse, et il voit un immense escalier qui descend. Alors il a sa bougie allumée, bien sûr. Hein. On ne le voit pas parce qu'il a la bague à l'intérieur, et il descend. Il arrive dans une grande salle merveilleuse. Il y a plein de petits bonhommes minuscules et des petites bonnes femmes qui dansent. Ils ont des grandes robes noires, un grand chapeau noir, et puis, on ne le voit pas bien sûr, mais il y a aussi tout autour des bijoux, des tas de bijoux, des grandes caisses avec des rubis, des pierres précieuses, des diamants. Puis il y a de l'or, il y a de l'or, il y a de l'argent. Alors, en vitesse, il met dans ses poches, il met dans son chapeau, et puis il remonte, en faisant attention de bien éteindre la bougie. Personne ne l'avait vu. Il se retrouve dehors et puis il regarde l'heure. Oh, mais j'aurais eu encore un peu le temps, je pourrais prendre un peu plus, j'ai pas assez dans mes poches. Je vais d'abord poser tout ce que j'ai pris, tous les cailloux là, à la sortie, et comme il y avait une claire de lune, il faut y faire, et puis il retourne. De nouveau, il va des pattes, il arrive au fond, toc toc toc, ça ne répond pas. Bon, Digor à Digor, et hop, la pierre s'ouvre. Et il redescend avec sa bougie allumée. Il retrouve encore les corrigans qui dansent. Qui dansent quelle chanson? Lundi, mardi, mercredi, tout ce qu'ils savent. C'est toujours la même qui revient. Et puis, il reprend plein de bijoux. Il va pour me remonter, puis il se dit, mais qu'est-ce que je suis bête. Je vais en prendre un peu plus quand même. Puis je ne vais pas prendre n'importe lesquels. Je vais prendre que de l'or et des diamants. Donc il en met dans ses poches, et puis il commence à remonter. Oui, mais voilà qu'il a pris trop de temps. La bougie s'éteint. La bougie s'éteignant, il est visible. La bague n'a plus d'effet. Il monte quand même jusqu'en haut de l'escalier, et il ne peut plus ouvrir la pierre. Donc il a peur, il redescend, et puis... Et les corrigans qui sont là, avec leur roi, disent « Mais dis donc, tu voulais notre argent? Tu voulais toutes nos affaires? Eh bien, si tu voulais tant d'or que ça, on va t'engloutir sous les pièces d'or. » Et ils se mettent à lui lancer de l'or jusqu'à ce qu'il en ait jusqu'au bout. À ce moment-là, il voit dans le fond de la grotte la vieille dame qu'il avait vue la veille, qui arrive et qui lui dit: c'est toi, Yahweh? Tu m'avais bien dit que tu voulais de l'argent, mais là t'as tout perdu. Et elle se transforme en une belle jeune fille qui vient s'asseoir à côté du roi des corrigans. En fait, c'était la reine des corrigans. Et elle lui dit: tu n'as pas obéi, ou tu n'y as pas pensé, tu étais trop cupide. Eh bien, maintenant je te donne un plat en bois. Même gentil, dans ce plat en bois, à chaque repas, tu auras de la nourriture autant que tu veux. Et ainsi finit l'histoire des corrigans. En même temps que la Pascal, j'espère que ça recommence pas. Dans un pays pas très lointain, dans un temps pas très lointain, vit le vieux Janis. Et le vieux Janis, il a beaucoup de soucis avec son fils, Jeannot. Petit, il ne fait rien, mais devenu grand, il ne veut rien faire du tout. Aucun travail ne lui plaît, aucun métier ne l'intéresse. Jardinier, la terre est trop basse. Couvreur, les toits sont trop hauts. Pêcheur, on n'est jamais chez soi. Tailleur, on est toujours chez soi. Finalement, Janis met un marché en main. Écoute, tu trouves un métier qui te plaît ou tu dégages, Jeannot. Ah, le gamin, il a trouvé tout de suite. Père, j'ai trouvé un métier, je vais être voleur de bétail. Oh.
Mais qu'est-ce qui t'a mis cette idée? Personne, c'est mon idée. Voleur de bétail, c'est un travail propre, agréable. Il y a plein de vaches partout, personne ne les garde. Et là, avec cette viande, j'aurai les joues bien pleines. Bon, ben, ok, fiston, si c'est ton idée. Mais la première fois, je vais t'accompagner pour savoir si c'est vraiment un métier qui te convient. Et le lendemain, les deux hommes, à l'aube, vont par les champs. Là, un bœuf esselé broute. Jeannot saute la barrière, met une corde. Pas une âme aux alentours. Et hop, il prend la route facile. Bon, avance, avance, Jeannot. Moi, je reste après toi pour savoir si on n'a pas été vu aux alentours. Vas-y, et si on nous voit, ben, je broderai. Mais papa, ça va, on nous a pas vus. Mais sur le chemin, c'est une idée qui le tracasse. À chaque pas, il se retourne et il rentre à la maison, les jambes molles, le cœur qui bat. Plus tard, le père rentre, il ne dit rien. Une fois le bœuf tué, dépecé, la viande cachée au frais, le jarret de bœuf à mijoter, le pot-au-feu de bœuf à mijoter, le père dit à son fils: je veux voir si cette viande te profite. Il sort une ficelle, mesure sa taille et la taille de son fils, puis ils se mettent à table. Le père se régale, tandis que Jeannot, il guette la porte, il saute au moindre bruit, il dort pas très bien. Et tous les jours, le père se régale et le fils, il est aux aguets. Pas tranquille. Bon, le bœuf a fini de le manger et le père dit: ben là, il faut voir si ça t'a profité, mon fils. Il reprend la ficelle et le père, sa taille a doublé, tandis que le fils, il a perdu de moitié. Mais je ne comprends pas, dit Jeannot, on a mangé pareil. Pareil et pas pareil. Toi, tu as mangé de la viande volée, tandis que moi, je l'avais acheté au propriétaire. Tu vois, c'est un métier qui ne te va pas. Ce que le vol te donne, la peur le mange. Tu vas finir tout rabougri. Et il y a Jeannot qui écoute les conseils de son père. Ce que te donne le vol, la peur te le mange. Ce que vol te donne, la peur te le mange. Et il ne devient plus voleur de messieurs. Il vend maintenant la viande à la livre. Il est devenu boucher. Et c'est une passion de son métier qu'il a pu transmettre à ses enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants. Et vous en connaissez peut-être un à Monterfil. Il vient tous les vendredis avec sa camionnette blanche vendre sa précieuse viande. Les chevaux de Jeannot ont été dérobés. Les chevaux de Jeannot ont été dérobés. On dit que c'est toi, Yanis, qui les a dérobés. Malurette, Colin m'attendra, Malurette, là-bas dans ses prés, Malurette. Colin m'attendra, Malurette, là-bas dans ses prés, Malurette. Je ne suis pas voleur de chevaux dérobés. Je ne suis pas voleur de chevaux dérobés. Je suis plutôt voleur de filles à marier. Malurette, Colin m'attendra, Malurette, là-bas dans ses prés, Malurette. Colin m'attendra, Malurette, là-bas dans ses prés, Malurette. Un conte qui avait une sœur très très belle, belle comme un soleil. Il la gardait enfermée chez lui. Et il ne veut pas qu'elle se marie, car il estime
qu'aucun homme ne la mérite. Ce conte a aussi une femme. Et lorsqu'il offre un présent à sa femme, il offre le même à sa sœur. Tous les trois habitent en face du palais du roi. Un soir, alors que tout le monde dort, la jeune fille demande à sa lampe: « Ma jolie lampe dorée, qui a une mèche argentée, le roi est-il endormi ou bien est-il éveillé ?» La lampe lui répond: « Profond est son sommeil, va, n'aie pas peur, va vite, à pas doux, à pas feutré. » La jeune fille se précipite au dehors, va vers traverse la rue et entre dans le palais du roi. Nul ne l'entend, nul ne la voit. Elle avance sur la pointe des pieds. Elle entre dans la chambre du roi, se déshabille et se couche à ses côtés. Quand le jour se lève, elle repart chez elle. La nuit suivante, elle refait la même chose. Le roi est tout chamboulé. Quelle est cette jeune femme qui vient se coucher à côté de moi la nuit? Il sort de chez lui et rencontre le comte. Il lui fait part de son tourment. Une jeune femme vient depuis 2 nuits se coucher à côté de moi et j'aimerais bien savoir qui c'est. Le comte lui dit: pas de problème. La nuit prochaine, si elle revient, tu caches sa robe. Et comme ça, tu sauras qui elle est. La 3e nuit, la jeune femme retrouve le roi, se déshabille. Et alors, le roi, tout doucement, fait glisser la robe sous le lit. Au petit matin, quand la jeune femme veut s'habiller, elle cherche sa robe et ne la trouve pas. Elle s'en retourne donc à moitié nue chez elle. Quand il est bien réveillé, le roi descend et appelle le comte. Il lui montre la robe. Le comte en est tout abasourdi. Et il pense: mais c'est la robe que j'ai offerte à ma femme et à ma sœur la semaine dernière. Il rentre chez lui, il demande à sa femme: montre-moi la robe que je t'ai achetée la semaine dernière. La femme lui montre et va la ranger. Il appelle sa sœur: montre-moi la robe que je t'ai achetée la semaine dernière. La sœur lui répond: elle est dans un placard, je vais la chercher. Elle se précipite dans la chambre de sa belle-sœur, lui prend sa robe et la montre à son frère. Le comte ne comprend plus rien. Il est bon, voilà. Les nuits suivantes, la jeune fille reste tranquille. Elle ne va plus voir le roi. Et au bout de quelques semaines, son ventre s'arrondit. Et au bout de quelques mois, elle donne naissance à un garçon. Elle a bien caché sa grossesse et en cachette, elle donne naissance à un garçon merveilleux. Elle met ce garçon dans un couffin, le recouvre de fleurs et le fait porter au roi. Le roi accepte le présent, enlève les fleurs et découvre un tout petit bébé merveilleux, pétillant. Il dit: mais c'est mon fils. Il appelle le comte et dit: j'ai reçu un présent avec un enfant qui me ressemble. Je voudrais bien savoir qui est la mère. Le comte lui dit: c'est simple. Tu réunis tous les habitants et tous les habitants et toutes les habitantes de la province. Tu organises une grande fête et à un moment tu fais semblant, tu allumes un grand feu et tu fais semblant de jeter l'enfant dans le feu. Et alors là, la mère va montrer qui elle est. Le roi se décide de faire comme il a dit. Il organise une grande cérémonie. Toutes les femmes du village sont là.
milieu des festivités, 2 hommes apportent un grand brasero. Le roi prend la parole et dit « Voilà, j'ai reçu un couffin avec un enfant. Et je ne sais pas qui est la mère de cet enfant. Et cette femme me manque. Et je ne peux pas garder cet enfant tant que je ne sais pas qui est la mère. » Et il fait semblant, et je vais le brûler, il fait semblant de le mettre au feu. Et alors là, la jeune femme arrive, « Ne touche pas à mon fils, ne touche pas à ton fils. » Le duc est très en colère et il dit « Je te tuerai. » Le roi dit alors « Tu ne tueras personne. » Voilà très longtemps, des semaines que j'attends cette femme. Je n'ai jamais été aussi heureux. Maintenant, organisons la noce, musique. Et ils vécurent heureux et très longtemps.